sera au détriment d'autres investissements. Il n'y a pas de secret, l'argent ne tombe pas du ciel. Pour mobiliser et pousser un peu plus, pour dire les choses très clairement, il y avait un engagement très clair de l'État pour financer l'électrification de la ligne Paris 3. Et l'année dernière, déjà, l'État avait tergiversé, ce qui fait que et la région et le département avaient dû avancer 40 millions d'euros. Donc c'est pour payer un peu notre alcool. L'État ne peut pas en permanence se décharger sur les collectivités territoriales et ne tenir aucun engagement. D'accord, elle en parle. Ouais. D'accord. Chers amis, monsieur le ministre, cher Christian, madame la présidente, chère Valérie, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, cher Jean-Louis, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, madame le sénateur, chère Anne, j'ai vu aussi Gérard. Viens avec nous Gérard, viens avec nous. Allez, allez. Monsieur le député, cher Gérard, j'ai un peu de tristesse en cette fin d'après-midi parce que je vais devoir vous faire le petit récit d'un reniement. Et pas d'un petit reniement, d'un très gros reniement. Vous connaissez toutes et tous l'histoire de la ligne SNCF Paris-Provins-Troyes. Vous la connaissez parce que vous êtes élu et depuis plus de 10 ans, avec et autour de Christian Jacob, vous vous battez pour l'électrification. Vous la connaissez aussi parce que vous êtes usager et vous connaissez les conditions de transport qui se sont objectivement dégradées depuis quelques années. Cette électrification est un combat. C'est d'abord un combat pour l'attractivité du territoire et c'est essentiel. Et c'est un combat aussi pour la qualité et la fiabilité du service public ferroviaire dans notre pays. Alors ce combat, il a eu des hauts et des bas. En toute franchise, il a eu plus de bas que de hauts, mais on a été un peu naïf. On pensait que, après ce qui a été obtenu en 2016, ce combat était derrière nous. Eh bien non, il n'était pas derrière nous. Je vous rappelle qu'en 2016, a été signé, c'était le 13 septembre 2016 à Troyes, ce qu'on appelle le protocole de Troyes, qui est le protocole de financement global de l'électrification entre tous les partenaires, les deux régions, dont la région Île-de-France naturellement, les deux départements et un certain nombre de collectivités, et particulièrement la ville et l'agglo de Troyes. Ce protocole a été signé tout à fait officiellement par tous les partenaires en 2016. Il devait déclencher le go définitif de cette affaire. Et puis, et c'est en ce sens qu'on a été considérablement naïf, on a appris, il y a quelques mois, c'était d'abord une rumeur, que l'État s'apprêtait à se désengager. À se désengager de quelle manière? Il faut que vous compreniez la situation dans laquelle on est. Les travaux sont censés commencer en fin d'année 2018. Et l'État nous annonce, à quelques jours de la signature définitive qui va permettre à RFF, je dis toujours RFF, c'est tout à fait ça, SNCF Réseau, on a l'habitude dans ce pays d'inventer beaucoup de nouveaux mots, SNCF Réseau, de lancer les marchés qui permettront de tenir le calendrier. Alors évidemment, ça a été une grande stupeur. D'abord une grande stupeur parce que ce protocole financier a été validé par le Premier ministre de l'époque, personnellement, Manuel Valls, et je parle sous le contrôle de deux anciens ministres. Et c'est un peu dans l'ancien monde que la signature des premiers ministres avait de la valeur. Manifestement, dans le nouveau monde, la signature des premiers ministres a plus beaucoup de valeur. La deuxième raison de notre stupeur, c'est que, en fait, et je parle sous le contrôle du maire de Romilly, les travaux ont commencé. Déjà plusieurs millions d'euros ont été investis, puisqu'à Romilly ont lieu des travaux sur l'alimentation électrique pour l'ensemble de cette électrification. Troisième raison de notre stupeur, c'est que depuis plusieurs mois, avec le département, avec Île-de-France Mobilité, nous travaillons sur le calendrier des travaux, sur le calendrier des substitutions de transport pendant la période de fermeture de la ligne, puisque la ligne est censée fermer 6 semaines à l'été prochain, à l'été 2019. Donc apprendre que l'État se désengageait alors que tout était en place pour que les travaux commencent, c'est absolument incompréhensible, inexplicable
insupportable et, pour tout vous dire, au fond de ma pensée, impardonnable. C'est impardonnable parce que on se dirige vers la voie d'une quadruple peine. La première peine, évidemment, c'est que si cette décision n'est pas prise, de ces 40 millions d'euros qui se baladent, ce projet sera au mieux retardé de plusieurs années et au pire abandonné, notamment dans la deuxième phase, qui est la phase entre Nogent-sur-Seine et Troyes, parce que évidemment c'est un peu mécanique. Si les travaux ne commencent pas sur la première phase entre Gretz et Nogent-sur-Seine via Mormant, Nangy, Longueville et Provins, rien ne se fera après. Donc ça serait la première peine. La deuxième peine, qui serait même un scandale, c'est que les Transiliens qui ont été commandés par Île-de-France Mobilité, évidemment, ils ne pourront pas circuler sur cette ligne. Ces Transiliens seront des rames de plus grande capacité et qui permettront évidemment d'accueillir l'ensemble des usagers dans de meilleures conditions. La troisième peine, c'est une peine par ricochet, c'est que si les Transiliens n'arrivent pas, les rames bimodes qui sont censées aller circuler sur la ligne Baule à Ferté-Milon, ils n'iront pas circuler sur la ligne Baule à Ferté-Milon, sans compter que ces rames, vous le savez, elles sont en fin de course, elles ont besoin de maintenance de plus en plus régulière et qu'elles posent donc ces problèmes de fiabilité. Et la dernière peine, la plus importante à nos yeux, c'est que ça entravera le développement économique et démographique de tout ce territoire sénémarnais et de l'Aude. Depuis 5 ans, la fréquentation de la ligne a augmenté de 30%. 30%. On anticipe à nouveau 30% d'augmentation de la fréquentation dans les 4 à 5 années qui viennent. Donc s'il n'y a pas l'électrification, ça deviendra explosif et complètement intenable. Sur le fond, pour dire un mot de politique, c'est que ça en dit long quand même sur la vision de ce pouvoir, de la manière dont il traite les territoires périphériques. Parce que ici, dans le territoire provinois, on est dans l'Île-de-France périphérique. On est fiers d'être dans l'Île-de-France périphérique parce que c'est notre identité. On défend ardemment cette identité. Mais on ne veut pas être considéré comme des citoyens de seconde zone. Et avec cette décision qui est prise par l'État, quelques jours du go définitif de ce projet qui est attendu depuis plusieurs décennies, on nous considère comme des citoyens de seconde zone. On nous considère comme des usagers de seconde zone. Et on nous considère aussi, et c'est peut-être ce qui est plus grave, comme des contribuables de seconde zone. Ici, à Provins, en Seine-et-Marne, dans l'est de la Seine-et-Marne, vous payez tous des impôts auprès de l'État. Et le retour le plus évident, c'est que cette promesse qui est faite depuis l'État, qui n'est même plus une promesse, qui est un engagement signé par le Premier ministre de l'époque lui-même, doit être respectée. Donc, je conclurai simplement par vous remercier évidemment chaleureusement de votre présence très nombreuse, la présence de beaucoup d'élus qui ont des gares sur l'ensemble de cette ligne, depuis Mormant jusque Romilly, en passant par Sainte-Colombe, en passant par Provins, évidemment. Vous remercier chaleureusement de votre présence et vous dire qu'on sera d'une vigilance absolue pour que ces engagements soient tenus. Je peux vous dire que, à titre personnel, je mettrai beaucoup de soin et beaucoup de détermination à ce qu'on trouve une solution si l'État venait à ne pas respecter sa parole. Et puis, je me tourne vers Valérie Pécresse, que je remercie de sa présence à nouveau à Provins. On compte évidemment sur la région de France, qui a joué un rôle considérable en 2016. Il faut que vous sachiez qu'en 2016, si la décision n'avait pas été prise par Valérie Pécresse, personnellement, le projet aurait été enterré. J'en profite, et vous me comprendrez en cet instant, pour avoir une pensée pour Jean-Jacques Barbeau, qui a pesé de tout son poids pour que le département, alors qu'on ne lui avait jamais rien demandé, accompagne ce protocole financier et apporte 5 millions d'euros. Donc évidemment, cher Jean-Louis, chère Valérie, on compte sur vous pour que cette ligne ne reste pas la grande oubliée des lignes SNCF de la région de France. Je vous remercie.